Le fer contre le fer. Ce son, je l'ai entendu 730 fois. Mais aujourd'hui, le claquement du verrou de la prison de Saint-Paul n'a pas la même résonance. Il ne ferme rien, il ouvre. Je fais un pas, un seul. Mes chaussures usées rencontrent enfin le pavé de Lyon. L'air, cet air de septembre. Il ne sent plus l'eau de Javel ni la poussière de béton. Il sent la pluie sur le Rhône, le café fraîchement torréfié au coin de la rue et cette liberté si fragile que j'avais presque oubliée. Je m'appelle Hélène, j'ai 59 ans et il y a 2 ans, je n'étais pas la détenue à 472. Non, j'étais la chef Hélène, celle dont les mains pétrissaient la vie dans les cuisines de notre restaurant familial. Jusqu'à ce que mon propre sang, mon fils Julien, décide que ma place n'était plus derrière les fourneaux, mais derrière les barreaux. Je regarde mes mains. Elles tremblent un peu. Regardez, la peau est devenue rêche, les ongles sont courts. Ses mains n'ont pas poussé Léa dans cet escalier. Ses mains n'auraient jamais pu faire de mal à l'enfant qu'elle portait, ou qu'elle prétendait porter. Mais devant le juge, la parole d'un fils dévasté et les larmes d'une épouse brisée ont pesé plus lourd que l'innocence d'une mère. Julien, mon petit garçon que j'ai bercé, comment as-tu pu? Parfois, dans le noir de ma cellule, je me posais la question. Était-ce pour l'argent? Pour ces dettes de jeu que tu cachais derrière tes costumes de banquier à 2000 €? Ou est-ce que, au fond, tu ne m'as jamais aimé? Je marche maintenant vers le quai. Les gens me croisent sans savoir. Ils voient une femme mûre, un peu voûtée, avec un vieux sac en cuir. Ils ne voient pas la colère qui brûle sous mon manteau. Ce n'est pas une colère qui explose. Non, c'est une colère de chef de cuisine, une colère qui mijote lentement, à feu doux, jusqu'à ce que la réduction soit parfaite. Ils pensent que je rentre pour pleurer. Ils pensent que je vais les supplier de me pardonner pour un crime que je n'ai pas commis. Ils ont tort. La prison ne m'a pas brisée, elle m'a épurée. Elle a enlevé le surplus, le gras, l'illusion. Il ne reste que l'essentiel, la vérité. Je m'arrête un instant devant la vitrine d'une boulangerie. L'odeur de la brioche aux pralines, la spécialité de notre ville, un souvenir me traverse. Le rire de Julien quand il était enfant, les doigts pleins de sucre. C'est ce souvenir-là qui fait le plus mal. Pas la trahison, mais la perte de ce que nous étions. Mais ne vous trompez pas, ce récit n'est pas celui d'une vengeance sanglante. Ce serait trop simple, trop vulgaire. En France, on sait que la dignité est la seule chose qu'on ne peut pas vous voler, même en prison. Je ne vais pas les détruire avec mes poings. Je vais les confronter à leur propre vide. Le bus arrive, je monte, je m'assois près de la fenêtre et je regarde défiler les collines de Fourvière. Julien, Léa, profitez bien de votre dernier dîner dans ma maison, car la chef Hélène est de retour. Et cette fois, c'est moi qui dresse la table. Le saviez-vous? Dans la culture française, la famille est souvent perçue comme un sanctuaire, mais c'est aussi là que les secrets sont les plus lourds. L'histoire d'Hélène nous enseigne que la patience est l'ingrédient principal de la justice. En tant que parents, nous voulons tout donner à nos enfants, mais parfois, donner trop, c'est les empêcher de devenir des hommes d'honneur. La vraie sagesse, c'est savoir quand s'arrêter de nourrir ceux qui cherchent à vous dévorer. Le bus s'arrête devant le vieux chêne, mon restaurant, ou ce qu'il en reste. La façade autrefois d'un rouge bordeaux chaleureux est maintenant couverte d'un gris impersonnel. Une enseigne moderne, froide, a remplacé le bois sculpté. Je reste là, sur le trottoir d'en face, le cœur serré dans un étau. Je me souviens comme si c'était hier. C'était un mardi soir, 2 jours avant l'accident. La cuisine bourdonnait. Le son des fouets contre le cuivre, le crépitement du beurre. C'était ma symphonie. J'étais entrée dans le bureau de Julien pour chercher une facture. Et là, je l'ai vu. Mon fils, mon sang, les mains tremblantes sur un grand registre noir. C'était pas la comptabilité officielle. C'était des noms, des chiffres entourés de rouge, des dates de remboursement manquées. « Maman, ce n'est rien, juste une erreur de gestion », m'avait-il dit avec ce sourire d'enfant pris en faute. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ils étaient fuyants, chargés d'une panique que je ne connaissais pas. 1 million d'euros, évaporés. J'avais compris instantanément les dettes de jeu.
Julien avait transformé l'héritage de son père en jeton de casino. « On va arranger ça, Julien », j'avais murmuré, la voix brisée. « Mais on doit dire la vérité. On doit vendre la maison de Beaujolais. » C'est à ce moment-là que Léa est entrée. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur l'épaule de Julien. Un regard froid, calculateur. Un regard que je n'oublierai jamais. 2 heures plus tard, je montais l'escalier vers mes appartements. Léa m'attendait en haut. « Vous n'allez rien vendre du tout, Hélène », a-t-elle murmuré d'une voix si calme qu'elle m'a glacé le sang. Elle a fait un pas en arrière, un sourire étrange aux lèvres, et elle s'est jetée dans le vide. Le cri, le bruit sourd du corps contre le marbre, et Julien qui surgit de nulle part hurlant « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Le mensonge était déjà prêt, une recette macabre, servie avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, devant ce restaurant défiguré, je sens cette douleur remonter. Je pousse la porte. La clochette ne tinte plus, c'est un bip électronique agressif. L'odeur. Ce n'est plus le fond de veau qui mijote 8 heures, c'est l'odeur chimique des plats préparés, réchauffés à la hâte. Une jeune serveuse s'approche. « On est complet, madame. » Elle ne me reconnaît pas. Comment le pourrait-elle? Je suis une ombre. Julien est assis au fond dans le coin VIP, riant avec un homme en costume sombre. Il a l'air prospère. Gras, satisfait. J'ai envie de crier. J'ai envie de renverser ces tables et de leur dire que chaque pierre de ce lieu a été payée par la sueur de mon front, pas par leurs mensonges. Mais je respire, lentement. Un bon chef sait que si l'on sort le soufflet trop tôt, il s'effondre. Je fais demi-tour sans dire un mot. En sortant, j'aperçois Chloé, ma fille, garée un peu plus loin dans sa petite voiture noire. Elle ne descend pas. Elle me regarde à travers le pare-brise. Ses yeux sont identiques à ceux de mon mari. Triste, secret. Elle me fait un signe de tête imperceptible. C'est le signal. Elle n'a pas pu me défendre au tribunal. Elle n'était qu'une stagiaire à l'époque. Mais elle a passé ces 2 dernières années à fouiller là où Julien pensait avoir tout effacé. Le festin des menteurs touche à sa fin. Julien, Léa, vous avez peut-être pris mon restaurant, mais vous avez oublié une chose, une cuisine sans âme finit toujours par s'empoisonner elle-même. La trahison n'est jamais un acte isolé, c'est une accumulation de petits renoncements moraux. Julien n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il l'est devenu parce qu'il a cru que l'argent pouvait effacer les conséquences. La petite voiture de Chloé roule en silence vers les hauteurs de la Croix-Rousse. Elle ne m'a pas encore serré dans ses bras. À Lyon, nous sommes parfois comme nos hivers, froids en surface, mais bouillonnants à l'intérieur. Elle s'arrête devant un petit appartement discret, loin des regards indiscrets du quartier des banques. Nous montons les escaliers. Une fois la porte verrouillée, le silence explose. Chloé se tourne vers moi, ses yeux brillants de larmes contenues. « Maman » murmure-t-elle ce mot. Je l'ai attendue 730 jours. Elle s'effondre contre mon épaule. Je caresse ses cheveux, mes mains de cuisinière retrouvant leur instinct de protection. « Chut, je suis là, ma petite Chloé, c'est fini. » Mais ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Elle s'écarte et désigne une grande table couverte de dossiers, de clés USB et de photos. C'est son laboratoire. Pendant que je comptais les fissures sur le plafond de ma cellule, Chloé, elle, comptait les mensonges de son frère. « Regarde ça, maman !» dit-elle en désignant un relevé bancaire de la clinique de la Muette à Paris. Julien pense que j'ai passé mes vacances à Nice. En réalité, j'étais à Paris. J'ai retrouvé l'infirmière qui a assisté Léa 10 jours avant ton accident. Je sens un froid polaire m'envahir. Et alors, Chloé marque une pause. Elle semble hésiter, comme si la vérité était trop lourde à porter. Léa n'était plus enceinte quand elle est tombée dans l'escalier, maman. Elle avait subi une interruption de grossesse à cause de complications liées à des substances. Des pilules coupe-faim interdites qu'elle prenait pour rester filiforme pour ses défilés. Je m'assois lourdement. Mon cœur cogne contre mes côtes. Ils ont utilisé un enfant déjà perdu pour m'envoyer en prison. La perversité de la chose me donne la nausée. Julien savait. Il a vu sa femme simuler cette chute. Il a vu ce sang qui n'était plus celui d'un espoir, mais celui d'un complot. Il a pleuré devant le juge pour un bébé qu'il savait déjà envoler. « Il y a pire », continue Chloé d'une voix blanche.
Julien a utilisé ton nom, ta signature imitée, pour contracter un prêt de 500 000 € auprès d'un usurier de la mafia lyonnaise. S'il ne rembourse pas le mois prochain, le restaurant, ton restaurant, sera saisi ou brûlé. Je ferme les yeux. Je revois Julien enfant, quand je lui apprenais à casser les œufs sans briser le jaune. La délicatesse, lui disais-je. La cuisine, c'est le respect du produit. Il n'a rien respecté. Ni le produit, ni sa mère, ni la vie. Une larme coule, enfin. Une seule. Elle est salée comme une mer de regret. Mais après la larme vient la clarté. « Chloé », dis-je en me levant, ma voix redevenue celle d'un chef de brigade. On ne va pas aller à la police. Pas encore. Julien a toujours eu peur du vide, mais il a encore plus peur du déshonneur. Je regarde par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillent au pied de la colline. Il veut me voir. Il veut que je signe ce papier pour la maison du Beaujolais. Très bien. On va lui préparer un dîner qu'il n'oubliera jamais. Un dîner où chaque plat sera une preuve. Chloé me regarde, un sourire fier aux lèvres. « Quel est le menu, chef ?» Je souris pour la première fois. Un sourire sans joie, mais plein de détermination. Le menu s'appelle le jugement de Salé. On va les inviter dimanche soir dans la vieille maison. Juste toi et moi. Pas d'avocat, juste la famille. Parce qu'à Lyon, on sait une chose, c'est autour d'une table, face à la vérité nue, qu'on voit si un homme a encore une âme ou s'il n'est plus qu'une carcasse vide. Julien, prépare ton estomac. Le premier service arrive. Ce que cette partie nous montre, c'est la différence entre la loyauté aveugle et la justice familiale. Julien a confondu la gentillesse de sa mère avec de la faiblesse. L'erreur de beaucoup de manipulateurs est de croire que ceux qui nous aiment sont stupides. Au contraire, ceux qui nous aiment voient tout, mais ils attendent le moment où leur silence devient plus dangereux que leurs paroles. Leçon de vie. La vérité est comme une fermentation lente. Vous pouvez essayer de fermer le bocal, mais la pression finira toujours par le faire exploser. Dimanche matin. La vieille maison du Beaujolais, elle a une odeur de pierre froide et de lavande séchée. C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout va se dénouer. Je revais mon vieux tablier blanc, celui avec mon nom brodé en fil bleu, Chef Hélène. En le nouant derrière mon dos, je sens mes épaules se redresser. La prison m'avait courbé, mais ce tablier, il est mon armure. Chloé est dans le salon. Elle dispose les dossiers dans un coffre en bois, à côté de la cheminée. Elle est nerveuse. Je l'entends tapoter du pied contre le parquet qui craque. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça? On pourrait juste aller voir le procureur. » Je m'arrête de hacher le persil. Le bruit du couteau sur la planche s'arrête net. « Non, Chloé, la justice des hommes donne des années de prison, mais elle ne donne pas de remords. Je ne veux pas seulement qu'il soit puni, je veux qu'il comprenne ce qu'il a perdu. » Je commence la préparation du premier plat, des quenelles de brochet, la tradition lyonnaise. Mais pour Julien, ce sera une version particulière. Je regarde les ingrédients sur le plan de travail. C'est une étrange sensation que de cuisiner pour ses bourreaux. Chaque geste est chargé de souvenirs. Julien avait 6 ans. Il était assis sur ce même tabouret, ses petites jambes ballantes. Je lui montrais comment monter les blancs en neige. « Regarde, Julien, si tu vas trop vite, ça casse. Si tu es trop lent, ça ne monte pas. Tout est dans la patience. » Il me regardait avec une telle admiration. Où est passé ce petit garçon? Est-il mort le jour où il a découvert que l'argent coulait plus facilement que les larmes? Le téléphone vibre sur le marbre. Un message de Julien. On arrive à 19h. Prépare les papiers de la maison. Ne fais pas d'histoire. Ne fais pas d'histoire. Il parle à sa mère comme à une employée indélicate. La colère monte, noire, épaisse comme un fond de sauce trop réduit. Mais je la dompte. Un chef ne laisse jamais ses émotions brûler le plat. Je sors les bouteilles de vin de la cave. Un vieux morgon, le préféré de mon mari. Julien va penser que je cherche à l'amadouer. Il va croire que je suis encore cette mère protectrice, toi, prête à tout pardonner pour un semblant de paix familiale. C'est sa plus grande erreur, confondre mon amour avec de la naïveté. Léa, elle, sera plus difficile. Elle a l'instinct des prédateurs. Elle va renifler l'air, chercher le piège. Pour elle, j'ai prévu un ingrédient spécial dans le dessert, la vérité sur ses pilules de régime.
Chloé a retrouvé le flacon caché dans les affaires que j'avais récupérées de la maison avant d'être emmenée par la police. Il pensait que je l'avais jeté. On ne jette jamais rien en cuisine, on recycle. Le soleil commence à descendre sur les vignes, teignant les collines d'un orange sanglant. La table est mise, 4 couverts. Pas un de plus. J'entends le bruit d'un moteur puissant qui remonte l'allée. Une Porsche. Forcément. Julien aime le bruit, il aime qu'on sache qu'il arrive. Je prends une profonde inspiration. Je lisse mon tablier. Chloé, range ça. C'est l'heure. Le rideau se lève. Ils pensent venir pour signer un contrat de vente. Ils ne savent pas qu'ils viennent de commander leur dernier service. Et le chef n'accepte aucun retour en cuisine ce soir. Dans cette phase de mise en place, Hélène reprend le pouvoir par le rite. Le rituel de la cuisine lui permet de transformer son traumatisme en une stratégie structurée. Julien commet l'erreur classique du criminel de salon. Il sous-estime la force de caractère de ceux qui l'a piétiné. Leçon de vie, ne confondez jamais le silence d'une personne avec sa défaite. Parfois, le silence est simplement le temps nécessaire pour dresser une table où vous serez l'invité. Et le plat principal, le bruit de la portière qui claque, c'est le signal. Je reste dans la cuisine, je ne vais pas les accueillir à la porte. C'est à eux de venir à moi. C'est mon territoire. J'entends leur voix dans le hall. Celle de Julien, forte, un peu trop assurée. Celle de Léa, aiguë, avec ce rire faux qui me donne des frissons. « Maman, on est là !» crie Julien. Je ne réponds pas. J'attends qu'il franchisse le seuil de la cuisine. Quand il entre, il s'arrête net. Il me voit avec mon tablier de chef, le couteau de boucher à la main. Il y a un silence. Ah, un silence de 3 secondes qui semble durer une éternité. Ah, maman, tu cuisines? Je pensais qu'on irait vite, j'ai un rendez-vous à Lyon plus tard, dit-il en évitant mon regard. Léa apparaît derrière lui, vêtue d'un tailleur blanc immaculé, ses yeux balayant la pièce avec mépris. « Bonjour Hélène, vous avez bonne mine », ment-elle sans ciller. Je pose le couteau. « Asseyez-vous, le dîner est prêt. On ne discute pas d'affaires l'estomac vide. » Nous passons dans la salle à manger. Chloé est déjà assise, son visage est un masque de glace. Julien s'installe en bout de table, comme s'il était le maître de maison. Léa s'assoit en face de moi. Je sers l'entrée, des asperges blanches avec une sauce mousseline. Classique, simple. Mais en déposant l'assiette de Julien, je murmure. « C'est la recette de ton père, Julien. Tu te souviens ?» Il disait toujours que si la sauce tranchait, c'est que le cuisinier n'avait pas de patience. Julien prend une fourchettée. Il mâche, mais je vois sa gorge se serrer. « C'est un peu amer, non ?» demande-t-il en fronçant les sourcils. Ah, je souris intérieurement. C'est le goût de la vérité, Julien. Parfois, elle est difficile à avaler. Léa ne mange pas. Elle joue avec sa fourchette. Bon, Hélène, cessons ces simagrées. On sait pourquoi on est là. La maison du Beaujolais doit être vendue. Le marché est au plus haut, et avec cet argent, Julien pourra enfin stabiliser le restaurant. Vous lui devez bien ça après. Enfin, après ce qui s'est passé. Je lève les yeux vers elle. Ce qui s'est passé, Léa? Vous voulez parler de votre chute, de la perte de ce bébé que vous pleurez encore devant les caméras de la presse locale? Léa se raidit. Ses narines se dilatent. Comment osez-vous? C'est une insulte à ma douleur. Julien tape sur la table. Maman, ça suffit. On ne va pas rouvrir les plaies. Signe ce papier et on en finit. Je me lève lentement pour débarrasser les assiettes. Mes mains ne tremblent pas. Chloé, apporte le vin. Julien, tu as l'air nerveux. Bois un peu. On va passer au plat de résistance. Des quenelles de brochet avec une farce très riche. Je retourne en cuisine. Mon cœur bat vite, mais c'est une pulsation de contrôle. Ils sont tombés dans le piège de leur propre arrogance. Ils pensent que je suis une vieille femme aigrie. Ils n'ont pas remarqué que Chloé n'a pas dit un mot. Ils n'ont pas vu que le vin que Chloé sert est un millésime qu'on ne sort que pour les enterrements de vie de garçons. Et avec lui, le premier dossier que Chloé va poser sur la table, juste entre le pain et le sel. Le service continue, Julien. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Le goût de l'amertume n'était que le début. L'entrée amère symbolise le rejet du corps face au mensonge. Julien ressent l'amertume physiquement parce que son inconscient sait que le masque est en train de glisser. Léa, quant à elle, utilise l'attaque comme défense, un signe classique de culpabilité masquée.
Leçon de vie. Lorsque vous invitez quelqu'un à votre table, vous n'offrez pas seulement de la nourriture, vous offrez un espace de communication. Si cet espace est bâti sur la trahison, la nourriture la plus fine aura toujours un goût de cendre. Voici la partie 6, c'est le cœur du dîner. Le moment où les masques tombent et où la stratégie d'Hélène commence à porter ses fruits. La tension monte, étouffante. Je reviens de la cuisine avec les quenelles fumantes. L'odeur est divine. Une odeur de beurre noisette et d'écrevisse. Mais l'air dans la salle à manger est devenu si lourd qu'on pourrait le couper avec mon couteau de chef. Je pose le plat au centre de la table. Julien a déjà vidé son 2e verre de vin. Ses joues sont rouges. « Bon, maman, les papiers. On ne va pas y passer la nuit, » lance-t-il, la voix un peu trop forte pour être honnête. Chloé ne répond pas. Elle pose calmement un dossier bleu ciel à côté de sa serviette. Elle regarde son frère droit dans les yeux. « Julien, avant de signer quoi que ce soit, on a fait un petit audit pour comprendre pourquoi le restaurant a besoin d'un tel investissement. » Julien se fige, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Un quoi ? Chloé, tu n'es qu'une petite avocate stagiaire, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Je m'assois, je prends mon temps pour déplier ma serviette. Elle se mêle de ce qui regarde sa mère, Julien. C'est elle qui a découvert les virements vers la société Luxe Consulting. Une société d'architecture intérieure, n'est-ce pas? Léa pâlit brusquement. Le rouge de ses lèvres semble maintenant une tache de sang sur son visage de porcelaine. C'est pour la rénovation de la salle haute, bafouille-t-elle. Chloé ouvre le dossier. 1 500 000 € pour changer des rideaux et repeindre 3 murs. C'est curieux, Léa, car Luxe Consulting appartient à votre frère, à Nice, et l'argent n'est jamais revenu dans le restaurant. Il est reparti vers des comptes aux Bahamas. Julien tape du poing sur la table, faisant trembler les verres de cristal. C'est mon entreprise, j'en fais ce que je veux. Maman, signe ce foutu papier ou je te jure que... Je lève la main. Doucement. Tu jures quoi, Julien? Que tu vas me renvoyer en prison? Pour ça, il faudrait une nouvelle victime. Je me tourne vers Léa. Comment va votre santé, ma chère? Ces pilules de régime, les DNP, celles que vous preniez en secret à Paris. Chloé a retrouvé le dossier médical de la clinique de la Muette. Le silence qui suit est assourdissant. On entend juste le crépitement du bois dans la cheminée. Léa lâche sa fourchette. Elle teinte contre la porcelaine avec un bruit sec. Vous avez fouillé dans ma vie privée. Non, intervient Chloé d'une voix de fer. J'ai fait mon travail. J'ai prouvé que vous aviez subi une intervention 10 jours avant la chute. Il n'y avait plus de bébé, Léa. Julien, tu savais. Tu as menti au juge, tu as menti à ta sœur, tu as menti à la mémoire de ton père. Julien regarde sa sœur, puis moi. Ses yeux se remplissent d'une rage impuissante. Vous n'avez rien. Ces preuves ne valent rien devant un tribunal. Je prends une gorgée de vin. Peut-être, Julien, mais elles valent cher pour les créanciers qui attendent à Lyon, et elles valent encore plus pour la presse locale qui adore les scandales de la haute gastronomie lyonnaise. Julien s'effondre sur le dossier de sa chaise. Il semble soudain plus petit, moins gras, plus vide. Léa, elle, serre son sac à main contre elle comme un bouclier. « Qu'est-ce que vous voulez ?» murmure Julien, la voix brisée. Je me penche vers lui, je sens l'odeur du vin et de la sueur sur lui. « Ce que je veux finir mon plat de résistance, Julien. Et après je vais te dire quel sera le prix de ton pardon. Car dans cette maison, on ne sort pas de table tant qu'on n'a pas tout payé. » La vérité est servie. Et elle est bien plus lourde que mes quenelles, n'est-ce pas? Ce moment marque le passage du pouvoir. Le levier n'est plus l'argent, mais l'information. Dans le droit français, le parjure et l'abus de biens sociaux sont des crimes graves, mais le tribunal de la réputation est souvent plus redouté dans les milieux bourgeois. Julien réalise que sa liberté ne dépend plus de son avocat, mais de la clémence de la mère qui l'a trahi. Leçon de vie. Le secret est une monnaie qui se dévalue brutalement dès qu'elle est partagée. Ne construisez jamais votre empire sur un terrain miné par vos propres mensonges. Le silence dans la salle à manger est devenu étouffant. Julien regarde ses mains qui n'ont jamais connu le travail de la terre ou de la cuisine, mais seulement le glissement des billets.
Léa, elle, fixe le dossier bleu ciel comme si c'était un serpent prêt à mordre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répète Julien. Sa voix n'est plus qu'un souffle rauque. « De l'argent? Vous voulez reprendre le restaurant ?» Ah, je ris doucement, un rire triste. « Reprendre le restaurant, Julien? Pour quoi faire? Pour servir des plats industriels à des gens qui ne cherchent que le paraître? Non. Ce restaurant, c'était l'âme de ton père, et tu l'as vendu pièce par pièce. » Je fais signe à Chloé. Elle sort un nouveau document, plus court, plus tranchant. « Voici les conditions, Julien, » dit Chloé d'une voix sans émotion. « Premièrement, tu signes une confession complète concernant le détournement de fonds et le faux témoignage. Nous ne la porterons pas au procureur. Pour l'instant, elle restera dans mon coffre-fort comme une assurance vie pour maman. » Julien lève la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu ne me dénonces pas ? » « Attends la suite, » je l'interromps. « Deuxièmement, tu démissionnes de ton poste de gérant, immédiatement. Tu cèdes tes parts à Chloé. Elle transformera le Vieux Chêne en une coopérative solidaire pour former des jeunes femmes en réinsertion, comme celles que j'ai rencontrées en prison. Des femmes qui n'ont pas eu ta chance, mais qui ont 10 fois ton courage. » Léa s'exclame. « Et nous? De quoi allons-nous vivre ?» Je la regarde droit dans les yeux. « Vous allez vivre de votre travail, Léa, pour la première fois de votre vie. Julien, tu as encore tes diplômes. Tu trouveras un emploi subalterne dans une banque de second rang. Tu paieras tes dettes, euro après euro. Pas avec mon héritage, mais avec ta sueur. » Julien tremble. « C'est une humiliation. Tout Lyon saura que j'ai échoué. »« Non, Julien, dis-je en me penchant vers lui. Tout Lyon saura que tu as été honnête, enfin. » Ou alors, je désigne le téléphone. Ou alors, j'appelle le Progrès et la police judiciaire tout de suite. Et là, ce ne sera pas l'humiliation, ce sera la déchéance. 15 ans, Julien, c'est le prix pour ce que tu as fait. Je marque une pause. Je sens le poids de ces 2 années de cellule peser sur mes épaules. J'ai fait ton temps, Julien. J'ai payé pour tes péchés. Maintenant, c'est à ton tour de payer pour ta rédemption. Léa se lève furieuse. C'est du chantage. Non, Léa, répond Chloé en rangeant ses lunettes. C'est une transaction. Vous achetez votre liberté avec la seule chose qui vous reste, votre orgueil. Julien regarde le stylo que Chloé a posé sur la table. Il regarde la vieille horloge comtoise qui bat le rythme de sa chute. Tic, tac, chaque seconde l'éloigne de son luxe imaginaire. Il prend le stylo. Sa main tremble tellement que le capuchon tombe sur le tapis. Il signe, 1 fois, 2 fois. Chaque signature est un aveu. Chaque trait de plume est une chaîne qu'il brise ou qu'il se forge. Je me rassois. Je me sens soudain très fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Celle qu'on ressent après un service de 14 heures quand la dernière assiette est sortie et que la cuisine est propre. « Voilà », murmure Julien en repoussant les papiers. « Tu as gagné, maman, tu es contente ?» Je le regarde avec une immense pitié. On ne gagne jamais rien dans une guerre familiale, Julien. On ne fait que limiter les dégâts. Maintenant, allez-vous-en. Le dessert n'est pas pour vous. » Ils se lèvent. Pas de mots d'adieu, pas d'embrassade. Juste le bruit de leurs pas pressés vers la sortie, comme des rats fuyant un navire qui ne coule pas, mais qui change de capitaine. Ah, la porte se referme. Le silence revient, le vrai, celui de la paix. Le bilan de la mère Hélène ne cherche pas la destruction de son fils, mais sa déconstruction. En lui enlevant son pouvoir financier et son statut social, elle le force à revenir à l'essentiel, la valeur de l'effort. C'est une forme de justice typiquement française, où l'honneur et le travail priment sur la simple vengeance punitive. Leçon de vie. La vraie autorité ne consiste pas à écraser l'autre, mais à lui imposer un miroir où il est obligé de voir sa propre laideur, jusqu'à ce qu'il décide de changer. Le bruit de la Porsche s'est éteint au loin, laissant derrière lui un silence d'une pureté presque douloureuse. Dans la salle à manger, l'air semble s'alléger. La tension électrique qui faisait vibrer les cristaux a disparu. Je regarde Chloé. Elle est assise, les mains jointes sur les documents signés. Ses épaules, si droites pendant tout le dîner, se relâchent enfin. « C'est fait, maman », souffle-t-elle. « Ils ne reviendront pas. » Je me lève. Mes jambes sont un peu lourdes, mais mon cœur est léger. « Viens, Chloé, viens en cuisine. Le dessert se mange là-bas, comme quand tu étais petite. »
Nous nous installons sur la vieille table en bois, celle qui a vu passer 3 générations de Griffin, enfin, de notre famille. Je sers 2 parts de tarte à la praline, le rouge éclatant du sucre, le croquant des amandes. C'est le goût de Lyon, c'est le goût de chez nous. Chloé prend une bouchée, ferme les yeux et sourit. Un vrai sourire cette fois. Tu sais, maman, en prison, ce qui me manquait le plus, c'était pas la liberté de marcher. C'était la liberté de choisir mes ingrédients. Choisir ma vie. Je prends sa main. Tu as été mon ingrédient secret, Chloé. Sans toi, la recette n'aurait jamais pris. Tu as sacrifié 2 ans de ta jeunesse pour jouer ce rôle de complice auprès de Julien. Pourquoi? Elle me regarde avec une intensité qui me bouleverse. Parce que papa m'a dit avant de mourir que tu étais le ciment de cette famille. Et Julien essayait de détruire les fondations. Je ne pouvais pas le laisser faire, même si je devais passer pour la méchante à tes yeux. Je sens les larmes monter. Pas des larmes de rage, cette fois. Des larmes de reconnaissance. Je t'en ai voulu, Chloé. Dans ma cellule, je me disais, même ma petite fille m'a abandonnée. Je sais, maman, murmure-t-elle en serrant ma main, mais le silence était le seul moyen pour que Julien ne se méfie pas. Il fallait qu'il se sente tout-puissant pour qu'il devienne imprudent. Nous restons là, à savourer cette tarte qui n'a pas un goût de vengeance, mais de justice. Je regarde les murs de cette cuisine. Bientôt, ils résonneront de nouvelles voix, celles de ces femmes que Chloé va aider. Je ne serai plus la chef Hélène du vieux chêne. Je serai Hélène, celle qui transmet. Je vais leur apprendre à couper les oignons sans pleurer, à lier une sauce avec patience et surtout, à ne jamais laisser personne leur dire qu'elles ne valent rien. « Et Julien ?» demande Chloé après un silence. « Tu penses qu'il va vraiment changer ?» Je regarde le fond de ma tasse de café. La prison que Julien s'est construite est bien plus petite que la mienne, Chloé. Il vit dans la prison de son ego. S'il change, ce sera par nécessité. Mais au moins, il ne fera plus de mal aux autres. C'est tout ce que je pouvais espérer. La lune se lève sur les vignes du Beaujolais. La maison est à nouveau un foyer, plus une scène de crime. Chloé se lève et commence à débarrasser. Pour la première fois depuis 2 ans, je n'ai pas peur du lendemain. Car demain, je n'aurai pas à compter les barreaux. Je n'aurai qu'à choisir la couleur des fleurs que je vais planter dans le jardin. La leçon de la sage. Le dessert symbolise la fin de l'épreuve et le retour à l'équilibre. Dans la gastronomie, comme dans la vie, le sucre vient apaiser l'amertume des combats. Cette scène nous montre que la plus grande victoire n'est pas d'avoir battu Julien, mais d'avoir retrouvé le lien sacré entre la mère et la fille. Leçon de vie. La loyauté ne se crie pas sur les toits, elle se prouve dans le silence et la durée. Parfois, ceux qui semblent nous avoir abandonnés sont ceux qui combattent le plus durement pour nous dans l'ombre. 6 mois ont passé depuis ce dîner dans le Beaujolais. Aujourd'hui, je ne porte plus ma veste de chef amidonné, mais un simple tablier de coton bleu. Je ne suis plus dans la cuisine du vieux chêne, mais dans celle de l'atelier d'Hélène. Le parquet brille, les cuivres étincellent et surtout, l'air vibre d'une énergie nouvelle. Autour de la grande table centrale, elles sont 6. 6 femmes qui, comme moi, ont connu l'ombre des murs gris. Des femmes qui ont fait des erreurs ou qui ont été brisées par la vie. Regardez bien, les filles, dis-je en plongeant mes mains dans une pâte à pain fraîche. La cuisine, ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est transformer quelque chose de brut en quelque chose de beau. Si vous respectez la pâte, elle vous respectera. Je regarde Sarah, à ma gauche. Il y a 3 mois, elle n'osait pas lever les yeux. Aujourd'hui, elle manie le couteau d'office avec une précision de chirurgien. C'est cela, mon héritage. Ce n'est pas un compte en banque ou un titre de propriété. C'est ce savoir qui passe de mes vieux doigts fatigués à leurs mains jeunes et pleines d'espoir. Chloé entre dans la salle, un dossier sous le bras. Elle gère la partie administrative de la fondation. Elle est rayonnante. Elle a trouvé sa place, protéger ceux qui n'ont pas de voix. « Maman, on a une liste d'attente pour le prochain stage, » dit-elle en m'embrassant sur la joue. Je souris. Mon fils Julien, je reçois parfois des nouvelles. Il travaille comme comptable dans une petite scierie dans le Jura. Il vit modestement. Chloé me dit qu'il ne sort presque jamais.
Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il a compris? Je ne sais pas. Mais pour la première fois, je ne ressens plus de haine. Juste une distance nécessaire. Comme un plat qu'on a trop laissé cuire et qu'on finit par jeter pour recommencer à zéro. Léa a quitté la région. Elle a disparu dans les lumières de la Côte d'Azur, cherchant sans doute une nouvelle proie. Elle n'a jamais compris que la beauté sans bonté est une assiette vide, décorée mais inutile. Je m'arrête un instant et je regarde par la fenêtre. Lyon s'étend à mes pieds, majestueuse. Je pense à ces 2 années perdues. Était-elle vraiment perdue? Sans elle, je n'aurais jamais ouvert cet atelier. Je n'aurais jamais compris que ma mission n'était pas de nourrir les riches, mais de donner fin de vie à celles qui n'avaient plus rien. La sonnerie du four retentit. Une odeur de pain chaud envahit la pièce. C'est l'odeur de ma liberté. Je me tourne vers mes élèves. Allez au travail, le pain n'attend pas. Et n'oubliez pas, mettez-y du cœur. Parce qu'on peut mentir avec les mots, on peut mentir avec les signatures, mais on ne peut jamais mentir avec le goût. La clôture de l'arc d'Hélène montre la différence entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Julien a fini dans l'anonymat d'une vie subalterne, une forme de prison sociale. Hélène, elle, a transformé son traumatisme en un projet altruiste. En France, la transmission du savoir-faire, le métier, est considérée comme la plus haute forme de noblesse. Leçon de vie. La meilleure réponse à l'injustice n'est pas de rendre le coup, mais de construire quelque chose de si beau que l'injustice devient insignifiante par comparaison. Le soleil se lève sur les quais de Saône. C'est ma plus belle heure. La ville est encore silencieuse et je peux entendre le murmure de l'eau qui s'écoule, emportant avec elle les débris du passé. Je m'appelle Hélène. J'ai 59 ans et aujourd'hui je suis enfin entière. On me demande souvent « Hélène, comment as-tu pu pardonner l'impardonnable ?» Ah, le mot « pardon » est mal compris. Pardonner, ce n'est pas dire que ce que Julien a fait était acceptable. Non. Pardonner, c'est décider que son crime ne définira pas le reste de ma vie. C'est reprendre les clés de ma propre prison intérieure. Regardez ses mains. Elles ont pétri des milliers de pains, elles ont soigné des brûlures, elles ont signé des documents qui m'ont brisé et d'autres qui m'ont libéré. Elles sont le journal de ma vie. Et ce qu'elles m'ont appris, c'est que la loyauté n'est pas une question de sang. Le sang coule, il peut être empoisonné par la cupidité. Mais la loyauté est un choix que l'on fait chaque matin en se levant. J'ai perdu un fils, c'est vrai. Et cette blessure ne cicatrisera jamais totalement. Chaque fois que je croise le regard d'un jeune homme dans la rue, je cherche un reflet de Julien. Mais j'ai gagné une fille dont le courage dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai gagné 6 sœurs de cœur qui apprennent à cuisiner leur futur dans mon atelier. Si mon histoire a touché votre cœur aujourd'hui, n'y voyez pas seulement un drame familial à Lyon. Voyez-y une leçon de résilience. La trahison est une épreuve de feu. Soit elle vous réduit en cendres, soit elle vous forge comme de l'acier. Voici mon conseil de ma cuisine à la vôtre. Ne laissez jamais la trahison voler votre dignité. La vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre mourra. Choisissez plutôt la justice, choisissez l'honneur. Et surtout, choisissez de construire quelque chose de vrai. Ah, Chloé m'appelle. Le premier café de la journée est prêt. Une nouvelle promotion de femmes arrive dans 1 heure. De nouvelles vies à pétrir. De nouveaux espoirs à faire lever. Je suis Hélène Griffin. J'ai été trahie, j'ai été emprisonnée, mais aujourd'hui, je suis libre. Et vous? Quelle est la vérité que vous n'osez pas encore dire? Quel est le lien que vous devez briser pour enfin respirer? N'oubliez jamais. Le goût de la liberté est le seul qui vaille la peine de se battre. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de ceux qui restent à vos côtés quand tout s'effondre. Chers amis, l'histoire d'Hélène n'est pas seulement un scénario sur la trahison et le pardon. C'est un miroir tendu vers nos propres vies. Dans la course effrénée vers l'argent et la reconnaissance, vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui définit réellement la valeur d'un être humain? Est-ce le patrimoine qu'il possède ou bien la sérénité de son âme et la capacité de ses mains à relever ceux qui tombent? Bérénice, ou Hélène, comme nous l'avons appelée, a choisi un chemin bien plus difficile que d'envoyer son fils périr en prison.
Elle a choisi de laisser Julien face à son propre vide. C'est là toute la puissance de la sagesse. Ne pas répondre à la haine par la haine, mais utiliser la vérité pour rétablir l'ordre de la conscience. Si vous étiez à la place d'Hélène, auriez-vous eu le courage de renoncer à la vengeance personnelle pour bâtir un héritage humain, comme elle l'a fait avec son atelier? Ou pensez-vous au contraire qu'une sanction judiciaire implacable est la seule véritable justice face à la trahison d'un proche? Nous avons hâte de lire vos réflexions, vos leçons de vie, vos récits de résilience face à l'adversité ou même vos blessures encore ouvertes. Chaque expérience que vous partagez est une pierre précieuse qui vient bâtir cette communauté. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Partagez votre avis sur les choix d'Hélène et de sa fille Chloé. Envoyez-nous votre propre récit. Si vous avez une histoire vécue que vous souhaitez voir rayonner pour donner de la force aux autres, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email épinglée dans la description. Nous sélectionnerons et adapterons vos témoignages pour nos prochains épisodes afin que vos leçons de vie touchent le cœur de millions de personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages au cœur de la sagesse humaine. Merci d'être chaque jour une partie de notre grande famille. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, là où nous chercherons ensemble la lumière à travers les éclats de nos vies. So we're having to learn to get used to it, aren't we, kid? Yeah. Oh my god, you're such a good boy. Do you want to take your cap off? Yeah, I'll take it off. There you go. Good boy. Right, up you go. Up you go. Up. Good boy, lie down. Anyway, introduction's all done. Thank you again for the raid, Kate. That was a very chaotic introduction to the raid. Kate, if you need to raid and run, please go do so. Perky, hi Perky. Coops, it's nice to see you. I'm good, thank you, Coops. How are you? Perky, I didn't even see you come in. When did you? Have I said hi to you already today? Handsome boy. Kate, if you need to raid and run, please go do so. If you want to hang out, please do. I'm going to play Getting Over It tonight so you can terrorize me if you like. Anything else? What did I forget to say? Forgotten. I forgot what I was going to say. Game. Gonna look. Oh, yeah, okay. Yeah, I'll message you after. I snuck in all sneaky, like, how's your day been? I got Getting Over It. No, you fucking didn't. If you beat that game before I beat that game, I'm going to sulk so hard. I'm going to crash out if you beat me. Okay. I wish I could feel like I just had 2 pints all the time. I know, Perky. It is just the best feeling ever, isn't it? I'll make it my wish and don't. Please don't. Is that everything? Am I all sorted? Oh, someone took a picture of... Oh, look. Look at him in his cap. Yeah, okay, actually, yeah, thank you. God, you know me so well. And that's it. If that was a bit brighter, I could make that into an emote. If I had more fucking emote slots. Oh my god, Jake, is this your cat? Oh my god, who's that? That's really cute. Really cute. Shall I play the game, guys? If no one else has any updates on their day, I can't think if there's anything else I need to tell you. The cat, that is a really happy little cat. The cat's got a smile. Oh, update is that my shoot tomorrow got cancelled. So I think I'm probably still not going to stream co-working during the day tomorrow. Thank you for the 3 stream street coops. Love a cat standing on business. Me too. Look at this baby. Look at the baby. I can't remember what I was saying. See, this is what I mean. Like, my ADHD is so bad at the moment. I took a 3-hour nap, woke up to pie being handed to me, then watched half an episode of Attack on Titan and had to stop because I cried. That show's intense, right? Right. I'm booting the game, guys. I can't believe I've been live an hour and a half and I haven't even opened the game. Classic. We're right at the end too. And then hang out with me, obviously. Right, hang on. God, no, like, you're so fast with it. Right, I'm sorry, guys. I'm going to have to cover Chewy because I need to actually get at my desk.
Okay. I can't believe I'm playing this game again. Can you show me? Can you show me some furt so I can make it through another day? Oh, irony. Thank you so much for that. Okay, Kate, please do, please do, please do. That was everything. That's everything that I needed from my stream today. Thank you. Oh my god, he has just let out the most chewy. Oh my god, the fart. He's better. Chewy. Where did that come from, kid? Fucking hell. He provided furt for the irony. Fucking hell. I can't believe we just said the word fart and then he immediately farted. He's like, I farted. Glad we don't have smell-o-vision. Yeah. That's so funny. He farted. On command. Yeah, literally. Just did it for the... Sorry, I'm not humping my chair. I'm trying to shuffle backwards. Oh my god. Chewy. Oh, I've closed the game somehow. Can you show me some